Est-il vraiment utile, intelligent, nécessaire de se mettre à sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « L'Europe, l'Europe » De Gaulle, en 1965, avait donné la réponse « Cela ne sert à rien ». Presque 60 ans plus tard, cela n'a pas franchement changé. L'Europe, l'Europe, l'Europe va nous sauver du Covid, de la peste et du choléra. De Gaulle, lui, avait terminé ainsi sa célèbre attaque sur l'Europe. Cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Il était prémonitoire, notre Charles. Il prophétisait le quinquennat de Macron, qui n'aboutit à rien et ne signifie rien. C'est un peu comme le plan de relance dont on nous promet des merveilles depuis juillet 2020 et qui, presque un an plus tard, n'est toujours pas entré en vigueur. Ça commence à faire une gestation un peu longue, mais bon, je sais bien que la grossesse, chez les éléphants, ça dure 22 mois, donc on peut patienter un peu. Cela dit, ça dure depuis si longtemps que l'on peut même se demander s'il verra jamais le jour, ce fameux plan de relance. En attendant, la Banque centrale européenne met de l'huile dans les rouages, ou plutôt sème des petits billets d'euros un peu partout grâce à une politique monétaire on ne peut plus accommodante. Qui paiera ? Il vaut mieux ne pas y regarder de trop près. Pourquoi l'accouchement de ce plan de relance est-il aussi long et douloureux ? Parce qu'il émane du Conseil européen. Il doit donc être ratifié par les parlements de 27 pays membres de l'Union. Et pour l'instant, il y en a encore 10 qui manquent à l'appel. On ne peut pas leur jeter la pierre à ces 10 absents, puisque parmi eux, on compte la Hongrie et la Pologne qui entendent se faire respecter dans leur identité et qui ne veulent pas être soumis au pseudo-état de droit européen à la sauce bruxelloise. Il y en a d'autres qui considèrent qu'ils sont suffisamment endettés. Ils n'ont aucune envie d'en rajouter car ils voient venir, comme à Seran, le retour de manivelle de la rigueur sitôt que les choses iront un peu mieux. En gros, quand il entrera en action, ce plan décidé en juillet 2020, nous serons peut-être à l'été 2022 et pour le reste de la planète, la pandémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tandis que nous, pauvres Européens censés être les phares du monde moderne, on sera toujours emberlificotés jusqu'au cou dans nos problèmes de crise. Au fait, à quoi va-t-il servir ce plan européen ? À accélérer la transition écologique et numérique ? SIC. Oui, c'est son objectif, dame oui. Bon, en gros, traduction, 0% d'effet sur la relance, 100% de contrôle bureaucratique en plus sur l'utilisation des fonds. Je ne sais pas si ça vaut bien la peine d'être aidé dans ces conditions. Finalement, à propos d'écologie, je ne suis pas absolument sûr que la sauvegarde à tout prix de l'éléphant bruxellois soit une aussi bonne idée que ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je l'avoue et j'en ai honte, j'ai une passion pour la France, mon pays bimillénaire qui a tant apporté au monde, dans le passé au moins. Le grand poète Joachim du Bellay avait magnifiquement exprimé cet amour pour son pays quand il écrivait d'Italie. « Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et encore davantage ?» À la fin du XXe siècle, le chanteur à succès Serge Reggiani ne disait pas autre chose dans une de ses chansons si célèbres, si nostalgiques. Il y avait la porte bleue de la boulangerie, et puis l'épicerie où un monsieur frileux comptait ses caramels, ensuite la ruelle tournait en escalier, etc., etc. La si poétique France de son enfance, voilà ce qu'évoquait avec passion Reggiani. Au début de ce siècle, le très déjanté Polnareff s'exprimait finalement de la même façon alors qu'il avait quitté la France pour les États-Unis pour des raisons fiscales. Il chantait mélancoliquement, accompagné par son piano dont il jouait magnifiquement. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 6 heures de moi, mais je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Aujourd'hui,
Autre temps, autre mœurs. Les chanteurs à succès sont souvent des rappeurs africains et leur amour pour la France prend une toute autre couleur, une couleur rouge sang. Ainsi, le chanteur Joe Starr, qui n'est pas vraiment une étoile, vocifère avec son groupe NTM. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et il continue, ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à 2 balles. Et je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Là, mec ton NTM, tu t'éloignes grave de Joachim du Bellay, de Reggiani, de Paul Naref, je te cause. Un autre chanteur, Nick Conrad, nique. Décidément, niquer est un métier chez les rappeurs. Hurle des obscénités sexuelles qui révèlent qu'il a un grave problème avec son bas-ventre et avec son bas dos. Ça peut s'arranger, mec, avec des médicaments ou avec une bonne vieille castration. Et Nick Conrad, il veut tout simplement brûler la France. Rien que ça. Ça, c'est du pur réchauffement climatique, mecton. La Greta, elle va t'en coller 2. Finalement, les rappeurs africains ne pensent qu'à détruire notre cher vieux pays et préconisent un vivre ensemble flamboyant, chaleureusement calorifique. Finalement, Reggiani avait vu juste dans sa célèbre chanson « Les loups ». Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage. Alors les loups sont entrés dans Paris, etc. C'est ce que l'on appelle une chanson prophétique, car nous le savons aujourd'hui, les loups sont bien entrés dans Paris. Je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. Il est devenu courant de parler du 9-3. Ce département de Seine-Saint-Denis est considéré comme une terre d'immigration, une terre musulmane, une terre de tous les quartiers hors contrôle, bref, un département qui n'a de français que le nom. Cependant, se focaliser sur le 9-3 laisse à penser qu'il s'agit d'un cas unique, d'une sorte de territoire d'expérimentation, bref, d'un problème qui n'a rien de dramatique. En fait, le seul problème véritable, et celui-là est véritablement dramatique, c'est que la France est maintenant truffée sur tout son territoire de 9-3, petits ou grands. À titre d'exemple, de l'autre côté de l'Est parisien, dans l'Ouest parisien, se situe un département, le département des Yvelines, le 78, considéré comme ultra protégé par une majorité de Français parce que sa capitale se nomme Versailles. Les Yvelines protégées de l'immigration, Versailles protégé de l'immigration, quelle vaste plaisanterie! Le département des Yvelines, à quelque chose près, ressemble furieusement au département de Seine-Saint-Denis. Prenons quelques exemples au hasard. La ville de Trappes, qui est située à 10 minutes en voiture de Versailles, remplit toutes les cases du remplacement de population. Il suffit de traverser la ville pour comprendre qu'il n'est pas très bon d'avoir la peau blanche pour habiter Trappes, qui était un charmant village franco-français il y a un demi-siècle. Trappes est devenue une ville à population immigrée en quasi-totalité. Il y a belle lurette que les visages blancs ne sont plus admis au marché populaire de Trappes. Mantes-la-Jolie, Limay, les Mureaux et j'en passe sont exactement dans la même situation que Trappes. Récemment, il a été expliqué à une femme coiffeur à Mantes-la-Jolie qu'il était préférable pour elle-même et pour sa famille qu'elle aille exercer ses talents de coiffeur dans une autre commune, ce qu'elle a fait. Vous allez me dire, oui mais Versailles tient le choc. Ah bon ? La population immigrée qui circule dans Versailles s'accroît de trimestre en trimestre et prend des proportions inquiétantes. Et l'immense file d'immigrés qui assiègent littéralement la préfecture chaque semaine ne laisse d'inquiéter la population versaillaise. Les services de l'État, et notamment la préfecture du département,
le monde associatif et notamment le monde catholique, très implanté à Versailles, les services de la ville et notamment les élus municipaux imprégnés de macronisme, la bourgeoisie franc-maçonne extrêmement présente dans la ville, tous ces acteurs agissent dans le même sens, accroître la population immigrée dans la ville de Versailles et installer autant que faire se peut cette population au centre de la cité. Cela a commencé exactement de la même façon à Trappes, à Mantes-la-Jolie, à Limay, au Mureau, il y a quelques dizaines d'années. Versailles connaîtra la même évolution que ces villes, désormais peuplées à grande échelle d'immigrés qui ont remplacé la population française de souche. Le maire de Versailles est Macron compatible, c'est lui qui le dit. Le député de Versailles est un député LREM. Tout est en place pour que le 7-8 devienne rapidement un 9-3 bis. Aux habitants des Yvelines, nous ne pouvons que souhaiter bon courage. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans le meilleur des nouveaux mondes, de l'autre côté de l'Atlantique, en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Québec, on est à la pointe du progrès. Deux dames se sont donc mariées en 2010 en signe de parfait amour. C'est bien connu, les unions homosexuelles, c'est top, c'est sympa, c'est plein de petits cœurs roses et de licornes à paillettes, des gens gentils, bien intentionnés, pas violents, qui ne se disputent jamais, et voilà la vie en couleur. Contrairement à ces gros porcs d'hétérosexuels qui ont le mauvais goût de conclure des mariages entre des hommes gros machos libidineux et des femelles juste bonnes à faire des gosses à la pelle. Revenons à nos deux dames du Québec. Madame et Madame ont donc décidé, une fois leur union dûment célébrée, d'avoir un enfant. Comme ça ne venait pas tout seul, car la nature est furieusement homophobe, elles ont demandé de l'aide à un bon copain qui a bien voulu les dépanner de quelques chromosomes afin de donner naissance à un charmant bambin béni par les fées, les choux, les roses et les cigognes, moyennant quelques pipettes, quelques tubes et quelques dollars. Et voilà que Madame et Madame sont devenues maman 1 et maman 2. Elle n'est pas belle la vie en arc-en-ciel ? Seulement, l'éternité de leur amour a eu une durée de vie aussi limitée que la date de péremption sur un pot de Nutella. Et dès 2012, c'en était fini de la romance. Madame Maman 1 ne pouvait plus encadrer Madame Maman 2, qui de son côté ne pouvait plus supporter Madame Maman 1. Il a donc fallu songer à se séparer dans la douleur et les grincements de dentier. Quid du bambin qui a grandi entre-temps ? Ah, ce morceau de viande qui grossit mais qu'elle guigne. En 2019, ça demande le temps de la réflexion, ces choses-là. Madame Maman 1, qui était la mère, mais pas la mère, enfin, vous me comprenez, décide qu'en fait, elle n'est plus la mère. Elle veut faire reconnaître par la justice qu'elle n'est pas la mère de l'enfant né de sa conjointe, mais qu'elle est seulement la conjointe d'une épouse qui a eu un enfant pendant le mariage. Fermez les guillemets. Là, je l'avoue, je commence à avoir du mal à me suivre. Quant à l'intérêt de l'enfant dans tout ça, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un garçon ou une fille, ou un peu des deux, inutile de préciser que dans l'histoire, c'est totalement annexe. Hé, mollo, on ne va pas commencer à s'intéresser à un morceau de bidoche quand même. En revanche, pour savoir qui des deux dames va garder le chat, délicieusement nommé Lesbinus, Madame 1 et Madame 2 ont suivi 743 séances de psy, mais n'arrivent pas à se décider tant le sujet est important. À la réflexion, s'il est vrai que le Québec, c'est la Nouvelle-France, non merci, je préfère rester dans l'ancien monde. Je vous souhaite une excellente soirée.